Mesdames et messieurs, chers membres de l'équipe du projet ECO, le site pilote, mesdames et messieurs les participants à cette session ECO, je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue, la participation à cette session ECO. Aujourd'hui démarre la phase pilote proprement dit du projet ECO et nous avons pour ce premier module le professeur André Ngoulé. Il est professeur titulaire de biologie, il est pharmacien biologiste, il est le président du groupe technique de travail de dépistage du PLS. Il va nous entretenir aujourd'hui sur le tester et traiter tous, avec pour objectif spécifique expliquer la notion de traiter tous, la notion de tester tous et la notion de traiter tous. Mais avant de lui passer la parole, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter et que chacun des participants de vos différents sites se présente. Nous allons commencer par le site de Daloa avec Dr Herman Alain Ogouyao. Bonsoir, Dr Ladi, bonsoir, professeur. Docteur CHL de Daloa, mentor du projet ECO. Je suis avec, comment se présenter, Dr Bamba Niago, médecin service médecine CHL Daloa. Monsieur Manu Ban, moniteur de données et gestionnaire CHL. Au nom d'Eddie, conseiller communautaire Trop Erwin Girardine, conseiller communautaire CHL de Daloa. Bosso Gardé Marie, conseiller communautaire CHL de Daloa. Donc, voici présenté Dr Ladi, les personnes présentes pour moi au CHL de Daloa. Merci à l'équipe de Daloa. Nous allons donner la parole à l'équipe d'Abangrou avec Emiliano Constant. Bonsoir, Dr Lagui. Bonsoir, professeur Ngoulé. Je suis Dr Nyango Constant Emiliano. Je suis médecin pédiatre au CHL d'Abengourou. Je suis mentor pour le projet ECO. Je suis dans la salle avec Madame Zi, infirmière au service de prise en charge VIH. Soulo Pélagie, conseillère communautaire, prise en charge des VIH. Kamal Ramadou, conseillère communautaire, prise en charge VIH. Diallo Kavish, aide-soignante, prise en charge VIH. Blanche Lydia, assistante sociale ECPA. Ikra Afro-Christine, conseiller communautaire, prise en charge VIH. Sasso Deki, AMD du site. Pacho Bilemont, pharmacien assistante ECPAF. merci. Merci à l'équipe d'Abangourou. Docteur Gomene Alengui du CHR de San Pedro, vous avez la parole pour vous présenter. Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur Ladi. Bonsoir, professeur Ngoulé. Moi, c'est docteur Gomene Alengui, mentor pour le projet ECO. Je suis dans la salle avec Dr Kangou Charles, médecin, CHR San Pedro. OK, nous sommes deux dans la salle. Les autres vont venir après. Merci à l'équipe de San Pedro. On attend les autres participants de San Pedro. L'équipe de Port-Boué, l'hôpital général de Port-Boué, avec Dr Prapra Marianne. Je suis Dr Prapra Bawa. Je suis médecin mentor pour le projet ECO. Madame Sonan Karine, assistante sociale CDV. Docteur Yao Alopo, pédiatre, hôpital général de Port-Boué, service de pédiatrie. Mani Kona Joachin, ingénieur au laboratoire, responsable qualité. Joa Philippe, infirmier au service de prise en charge des VIH. Les autres sont en route. Oui, nous les attendons. Merci à l'équipe de Port-Boué
Nous allons donner la parole à l'équipe de Yamsokro. Dr Loum n'est pas Yamsokro, mais elle suit l'émission. Dr Loum. Dr Loum, votre micro est fermé. Dr Loum, votre micro est fermé. Voilà, je peux ouvrir le micro. Bonsoir, Dr Lagui. Bonsoir, professeur Nwoulé. Je suis Dr Lou Miguette, je suis médecin au CHR de Yamoussoukro, mentor du projet ECO. Je vais donner la parole aux autres pour se présenter. Merci. Je suis en vacances, comme je l'ai dit la dernière fois à la réunion, et donc je ne suis pas sur le site, mais je suis de près la réunion de ce jour. Merci à Dr Lou. Maintenant, le site de Yamoussoukro, vous avez la parole pour vous présenter. Bonsoir, professeur. Ici, je suis au service IST CHR Yamoussoukro. Je suis Dr Gadji au CHR de Yamoussoukro. TBF, assistance sociale ECAP au CHR de Yamoussoukro. Conseillère communautaire. Conseillère communautaire. Madame, pourquoi féliciter conseillère communautaire? Merci à l'équipe de Yamoussoukro. Docteur Kimou. Dr Kimou de l'hôpital général de Daoukro. Bonsoir, Dr Lagui, et bonsoir, professeur Nwoulé. Moi, c'est Dr Kimou Teji, médecin-chef, mentor du projet ECO à l'hôpital général de Daoukro. Dr Boji Kati Olivier, pharmacien au hôpital général de Daoukro. Salomon Stéphanie, infirmière en médecine au hôpital général de Daoukro. J'espère d'avoir vous parlé. Infirmier au service de médecine au hôpital général de Daoukro. Eric Boissy, je serai donné EPFA à l'hôpital général de Daoukro. Merci à l'équipe de Daoukro. À l'entrée, je vous l'avais dit, nous avons avec nous le professeur Nwoulé André, professeur, les sites pilotes et les autres participants vous écoutent pour parler du test de tous, traiter tous. Oui, si la présentation est prête. Je fais passer avec vous. Le fichier qu'on a peu. Alors, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je commence on va dire quoi, les sessions officielles du projet pilote. Et il m'a été demandé d'échanger avec vous sur le thème tester et traiter tous. Je pense que c'est un thème que vous connaissez bien, je pense. J'ai vu le pré-test, c'est ça? Donc, ça sera, je vais faire une présentation peut-être d'une dizaine, quinzaine de minutes maximum. Et après, nous allons échanger sur les différents points et peut-être essayer de répondre à certaines questions sur le sujet. Donc, en attendant que la présentation se positionne. Voilà.
Est-ce que voilà la présentation? Comment vous assurer pour savoir si vous voyez? C'est bon? Est-ce que vous voyez la première diapo? Si vous voyez, vous levez la main. C'est bon? Oui, Dr. Loum? C'est bon? OK. Alors, voici le plan que je vais adopter. Une justification donc de cette notion de tester et traiter tous. Et après, nous allons passer en revue différentes implications stratégiques, implications pratiques pour les prestataires et pour les personnes vivant avec le VIH, avant de présenter des perspectives. Alors, au niveau des justifications, il faut dire que différentes données publiées dans la littérature et d'expériences cliniques aussi de plusieurs prestataires ont montré que l'initiation tardive du traitement antirétroviral réussissait à restaurer quantitativement le taux de CD4, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs comme marqueur juste à ce qu'on est la charge virale en vulgarisation, mais que cette restauration restait seulement quantitative. Au niveau qualitatif, il y avait des altérations qui demeuraient même lorsqu'on commençait le traitement antirétroviral de façon tardive. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une infection avancée, même s'il a 300, 400 CD4, ces 400 CD4 n'ont pas la même puissance de feu, si on peut le dire ainsi, en termes d'immunité, que quelqu'un qui fait une autre infection qui peut avoir 300 ou 400 CD4. Deuxième observation, c'est que le fait de commencer tôt le traitement antirétroviral permettait d'améliorer la qualité de vie et dans certaines circonstances pouvait amener à avoir des sujets avec des charges virales très basses. Et c'était un moment évoqué de suspendre le traitement lorsqu'on faisait un traitement antirétroviral précoce efficace. Troisième donnée que je vais partager avec vous, c'est qu'on sait que le traitement antirétroviral réussit à obtenir, lorsqu'il est bien utilisé, une charge virale indétectable. Et lorsqu'on prend le cas de la PTME, c'est un challenge puisque ça permet de réduire la transmission de la mère à l'enfant, mais dans la population, le fait d'avoir une charge virale indétectable chez un sujet permet aussi d'être un élément de prévention pour l'infection à VIH. Et enfin, dernière donnée, c'est que l'extension du traitement antirétroviral permet de réduire l'incidence du VIH dans la population. Et différentes études de cohorte l'ont montré. Et ça permet aussi de réduire tout ce qui est morbidité, en plus de la mortalité qui est bien connue. Vous connaissez pour certains cette figure qui montre qu'avec le traitement antirétroviral, on peut avoir une espérance de vie qui est superposable à des patients sans VIH. Ici, l'espérance de vie globale est de 60 ans. Mais vous voyez qu'avec le traitement antirétroviral, lorsqu'on n'en avait pas, l'espérance de vie était de 8 ans après le dépistage. Mais aujourd'hui, les sujets peuvent aller jusqu'à 55 ans et plus, et donc avoir une espérance de vie similaire à ceux qui ne sont pas infectés. Enfin, cette grande étude qui a été publiée en 2012 en Place One par une équipe d'Afrique du Sud, qui a montré comment le traitement antirétroviral pourrait permettre de faire des économies. Vous savez qu'en Afrique du Sud, ils réussissent à faire une prise en charge totale des patients vivant avec le VIH. Et cette prise en charge peut toucher aussi bien le traitement que les médicaments des infections opportunistes, l'accompagnement avec la diététique et tout. Et lorsqu'ils mettent tout cela, ils prennent tout cela en compte, ils essaient de voir le coût de la prise en charge et surtout le bénéfice qu'on peut générer. Alors, vous voyez ici, cette ligne horizontale montre, c'est le niveau de base, c'est à 0, le niveau de base. Lorsqu'on commence le traitement, lorsqu'on commençait le traitement dans le temps,
à des taux de CD4 inférieurs à 200. Alors, il montre que lorsque on commence le traitement, ici en rouge, à un taux de CD4 inférieur à 350, on est capable de faire sur une vingtaine, voire une trentaine d'années, des économies de 7 milliards de dollars. Lorsqu'on commence le traitement à un taux de CD4 inférieur à 500, l'économie générée à long terme peut aller jusqu'à 17 milliards. Et lorsqu'on commence le traitement, quel que soit le taux de CD4, c'est-à-dire comme actuellement avec la notion de tester et traiter tous, on peut générer des économies de près de 30 milliards. Alors, ce sont des études très importantes qui montrent que le fait de commencer le traitement dès le dépistage permet pour le système de santé d'économiser de l'argent à long terme. Donc, voici les éléments qui justifient pourquoi l'OMS et l'ONU-SIDA ont demandé de passer à l'initiative 90-90-90 depuis 2014. Et vous connaissez le relatif, je pense que cela a été présenté au cours d'une session antérieure. C'est de réduire la transmission de l'infection à VIH et de contrôler l'épidémie à l'horizon 2020 et de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Alors, en Côte d'Ivoire, cette notion de tester, traiter, tout ça a été adopté par nos autorités sanitaires, avec cette note circulaire qui est sortie en février 2017 et qui montre bien que le fait d'adopter cette notion va augmenter le nombre de personnes à mettre sous traitement. Et donc, du coup, il a été décidé de faire 2 catégories de sujets. Des patients dits stables, qui ont ces caractéristiques que vous voyez ici, que vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu cette note circulaire. Donc, qui vont bénéficier d'un type de traitement allégé, et des patients dits non stables pour qui il va falloir faire un suivi plus rapproché. On pourra revenir sur ce document. Alors, quelles sont les implications pour les prestataires que nous sommes? D'abord, au niveau des services de dépistage. Il faudrait rappeler que dans le document de politique, normes et procédures des services de dépistage en Côte d'Ivoire, le dépistage doit être offert à toute personne, quel que soit l'âge et le groupe socio-professionnel. Ça, c'est l'équité des soins dans les structures de santé. Donc, on ne doit pas oublier quelqu'un, on doit offrir le dépistage. Cependant, vu que l'objectif, c'est quand même de chercher les bonnes personnes, on identifie ce qu'on appelle des cibles prioritaires chez qui il faut optimiser le dépistage. C'est pour cela que certains ont parlé de notion de dépistage ciblé qui, en fait, n'existe dans aucun document au niveau des directives nationales. Le dépistage, les cibles prioritaires, c'est qui? C'est d'abord les populations clés, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes, les rapports sexuels avec d'autres hommes, les usagers de drogue, la population carcérale. Ces populations clés, il faut pouvoir les identifier lorsqu'elles se présentent à l'hôpital. Ensuite, il y a d'autres populations en situation de vulnérabilité, notamment les sujets index, les enfants exposés, les partenaires sexuels de personnes vivant avec le VIH, les hommes en uniforme, les migrants et les routiers. Et enfin, la population générale, ici, est représentée des groupes de personnes qui ont déjà montré dans des études antérieures, le DS, qu'il y avait des prévalences un peu plus élevées dans ces groupes. Donc, il faut aussi les rechercher. Alors, le service de dépistage, il est offert par le prestataire, c'est ce qu'on va appeler le CEDIP, Conseil de dépistage à l'initiative du prestataire, ou le dépistage est à l'initiative du client, ce sera le CEDIC. Que ce soit le CEDIP ou le CEDIC, ces services sont offerts dans les établissements de santé ou dans la communauté, avec différentes stratégies, notamment dans la communauté. On peut faire le dépistage mobile, door-to-door. Et de plus en plus, actuellement, le PNLS est en train de se préparer à lancer la notion d'autotest. L'idée, c'est de pouvoir disposer de tests à usage personnel, hein, comme des tests de grossesse, qui pourront être disponibles dans certains projets, mais aussi éventuellement en officine.
Et ces tests seront payants, ils ne seront pas dans la gratuité que nous connaissons au niveau du dépistage du VIH avec l'algorithme en cours. Deuxième implication pour les prestataires, c'est l'initiation du traitement. Selon la notion de tester et traiter tous, lorsqu'un sujet est identifié positif, il faut le traiter immédiatement, sans délai, sans aucune condition d'éligibilité. Et le bilan initial qui est réalisé, en fait, va servir pour pouvoir avoir un niveau de base et améliorer la prise en charge, mais pas pour initier le traitement. Et ça, c'est important. Il faut initier le traitement de façon systématique. Au niveau du suivi thérapeutique, l'implication, c'est que l'indicateur principal à ce jour, c'est la charge virale. Il y a des efforts qui sont faits pour l'extension de la charge virale et sa disponibilité dans les différentes structures de soins. Et la charge virale va permettre donc d'identifier les sujets stables qui ont des caractéristiques qui sont là, qui sont rappelées dans la note circulaire. Donc, traitement antirétroviral de plus d'1 an, une charge virale indétectable, on entend ici indétectable, selon la notion de l'OMS, c'est 1000 copies, mais selon les techniques qu'on utilise, il y a des techniques qui peuvent détecter jusqu'à un seuil de 200. Il n'y a pas d'infection opportuniste, pas d'effet indésirable, pas de grossesse ou d'allaitement. Donc ça, c'est la notion de sujet stable. Et lorsque le sujet n'est pas stable, il faut renforcer l'éducation thérapeutique du patient. Autre implication pour le prestataire, c'est concernant le circuit du patient. Alors, le circuit du patient, on va insister sur le fait qu'il faut renforcer le lien entre le dépistage et l'initiation du traitement. C'est-à-dire que dans une formation sanitaire, il faut s'organiser de sorte qu'il n'y ait pas de déperdition entre le poste de dépistage et l'initiation du traitement réalisé par le clinicien. Et pour faire cela, on peut s'appuyer sur la délégation de tâches. Cela pourra se mettre en place dans une action coordonnée avec les différents acteurs. C'est pour ça que je me réjouis de voir parmi les participants des prestataires communautaires, mais aussi des assistants sociaux, des infirmières, et vraiment tout le monde a sa place dans la mise en œuvre du tester et traiter tous, et bien sûr les stratégies communautaires en dehors de l'hôpital qui vont porter sur le soutien, mais aussi sur l'identification de sorte et le lien avec les soins de sorte à réduire les perdus de vue. Implication pour les personnes vivant avec le VIH, c'est bien sûr de s'organiser de sorte à ne plus avoir de stigmatisation. Et cela va permettre de mettre en œuvre la politique de santé qui prône l'équité de la prise en charge et la satisfaction du client. Et cela, bien sûr, aura un impact sur la rétention dans les soins parce que beaucoup d'études montrent que les personnes commencent le traitement, mais après, on ne les retrouve pas. Donc, des efforts doivent être faits aussi à l'hôpital pour retenir les patients dans les soins. Et puis, la prévention de nouvelles infections, notamment chez les enfants et la population générale. Alors, quelles sont les perspectives pour terminer? Les perspectives, c'est ça. Au niveau mondial, à la fin de l'année 2017, voilà comment se présentaient les données concernant l'initiative 90-90-90. 75% de personnes vivant avec le VIH avaient été dépistées. 79% et 75% étaient mis sous traitement et 81%, bien sûr, de ceux qui étaient mis sous traitement avaient une charge virale indétectable. Ça, c'est au niveau mondial, mais ça ne reflète pas totalement ce qu'il y a dans nos pays à ressources limitées. Et en Côte d'Ivoire, voilà notre réalité à la fin du mois de mars 2018. Seulement environ 50% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Et ça, c'est un gros challenge aujourd'hui, c'est le dépistage. Pour les personnes dépistées, 88% ont été mises sous traitement. Et pour cela, on voudrait vraiment féliciter les prestataires parce qu'il y a un effort qui est fait pour la mise en œuvre de tester et traiter tous. Et parmi ceux qui ont été mis sous traitement, 77% ont une charge virale supprimée. Donc, vous voyez que vraiment notre challenge actuellement, c'est de dépister
au maximum les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est-à-dire ceux qui sont les personnes séropositives. Alors, lorsqu'on se décolle un peu de 90 pour voir par rapport aux 500 000, environ 500 000 personnes vivant avec le VIH estimées en Côte d'Ivoire, on se rend compte que seulement 40% sont sous traitement. Seulement 40% sont sous traitement et seulement 32% ont une charge virale indétectable. Alors, si on veut vraiment aller vers l'élimination du VIH en Côte d'Ivoire, vous voyez qu'on est un peu loin parce que c'est seulement un tiers des 500 000 personnes vivant avec le VIH qui a une charge virale indétectable et on est un peu loin du coach pour pouvoir aboutir à une élimination de la circulation du virus. Et ici, ce sont des rappels sur des données de couverture, donc c'est à peu près 46%, estimation 2018 qui vient corriger des documents publiés par l'OMS concernant 2017. Et pour cela, la Côte d'Ivoire a mis en œuvre un plan de rattrapage. Et l'idée, c'est que tous les prestataires puissent contribuer à ce plan de rattrapage. Par rapport à ce plan de rattrapage, vous voyez ici, voilà la courbe que nous devons suivre. Mais actuellement, nous sommes un peu en décalé. Et donc, il faut faire un effort pour rattraper la courbe. Et pour cela, il faut dépister environ 150 000 PVVIH et mettre sous traitement 195 000 adultes et 16 500 à peu près enfants vivant avec le VIH. Et ces objectifs ne pourront être atteints que si chacun de nous contribue efficacement dans ce qui fait à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Voilà donc ce que je voulais échanger avec vous avant d'aborder la phase de discussion sur les différents points. Merci au professeur Nwoulé pour sa brillante présentation. Le professeur Nwoulé a parlé de ce qui a justifié de tester et traiter tous. Il a su donner les implications du tester et traiter tous et il a donné les implications tant pour le prestataire, pour le PVIH elle-même et évoqué les perspectives en termes d'identification des positifs et mise en œuvre du plan de rattrapage pour intensifier l'identification des positifs. Nous allons donc échanger entre nous et avec le professeur Nwoulé pour des questions de compréhension et également vos contributions pour ce thème. Vous avez donc la parole, mesdames et messieurs. Mais on va donner la parole à Daouko. Daouko écrit beaucoup. Daouko. Merci, professeur Nwoulé. Merci, Dr. Lagui. Je tiens à remercier tous les acteurs de prise en charge du VIH. Moi, à mon avis, ce qui aurait retardé l'identification des positifs des personnes qui font le VIH, c'était d'abord la délégation de tâches qui n'était pas effective, puisque la délégation de tâches n'était pas encore mise en exécution en Côte d'Ivoire, puisque certaines localités dans leur aire sanitaire, les PVIH à identifier, mais comme ils faisaient le dépistage, mais ils ne faisaient pas la prise en charge, ils n'arrivaient pas à identifier ces personnes-là, ils les référaient et les personnes n'arrivaient pas dans les centres de référence. Donc, le fait que la délégation des tâches est effective dans toutes les contrées, je pense que tous les acteurs vont se mettre ensemble pour identifier le maximum de PVIH. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est que est-ce que le dépistage particulier ne peut pas favoriser aussi un retard dans la tête de ces objectifs? Parce que dans le passé, on dépistait tout bénin, à tout bénin. Ça nous a aidé quand même à rattraper un écart, à identifier le maximum de VIH. Mais est-ce que dans cette nouvelle orientation de
dépistage ciblé. Ça va pas encore nous retarder dans notre situation. Merci. Merci à M. Daoukro qui a parlé de la délégation de tâches qui n'est pas encore totale et de l'identification. Le dépistage ciblé. Le dépistage ciblé. Oui, Daoukro veut encore parler. J'avais dit que ce retard aspect du fait que la délégation des tâches, la décision n'a pas été encore prise et ça a ralenti l'identification des politiques sur certaines localités. Mais depuis que la décision a été prise, je pense que tous les districts ont étendu ça sur les sites périphériques. Et ça va nous aider à atteindre les objectifs. C'est ce que j'ai dit. Sinon, c'est effectif. Oui, merci. Mais par rapport à ce que vient de dire Daoukro, San Pedro, Yamsokro, Abanguru, Pamboué, vos contributions. Oui, Daloa, Docteur Ogou. Ok, moi, je pense qu'on ne parle pas de contributions, mais on peut dire des questions à poser plus, peut-être apporter sur des contributions, certaines choses pour améliorer encore le testing traité. Il faut dire que d'abord, la notion de testing traité est appliquée par tous. Je dis que depuis que cette notion a été lancée en février 2017, les prestataires de santé sont rentrés dans le testing traité. Dans la notion de testing traité, c'est qui, mon inquiétude et ma crainte, c'est est-ce qu'on aura un stock de médicaments disponibles pour aller jusqu'au bout du testing traité. Secondairement, il y a l'implication à 98%. Si on veut les premiers 90, puisque sur le plan national, on a pratiquement 53% des premiers 90, on est à 53% au lieu de 90. L'implication des communautaires, parce que ces personnes-là font un travail énorme pour qu'on puisse arriver aux premiers 90. Et le véritable problème que posent ces communautaires semble un peu nous dépasser, on ignore, on ne voit pas. Mais si ces communautaires rentrent dans le découragement, je ne pense pas qu'on puisse atteindre les premiers 90 pour aller jusqu'au deuxième 90. Voici un peu ce que j'ai voulu dire. Merci à l'équipe de Daloa qui s'inquiète de la disponibilité des médicaments pour mettre en œuvre de façon effective le test traité tous et également de ce qu'on peut faire pour les communautaires parce qu'ils doivent être associés à la prise en charge au dépistage. Bonsoir, Nwoulé. D'accord, merci. Je voudrais dire merci à Dr. Chimou et Dr. Ogou. Hein? Ogou. Alors, concernant la délégation des tâches, effectivement, ce qui est sorti récemment, c'est la délégation des tâches pour le traitement. Mais concernant le dépistage, la délégation des tâches est effective depuis plusieurs années. Et les données qui sont présentées ici prennent en compte les données de dépistage dans les sites périphériques. C'est-à-dire en tenant compte de tout le dépistage qui est réalisé dans les circuits officiels. Dans les circuits officiels, quel que soit le niveau de l'ESP, de la structure sanitaire. Même si c'est un CSR, les données sont prises en compte. Et c'est ça qui nous donne les 53%. C'est-à-dire qu'on est vraiment loin en termes de dépistage. C'est vrai que les communautaires sont bien impliqués dans les activités de dépistage. Je suis d'accord avec Dr. Ogou concernant leur motivation éventuelle pour leurs activités dans les formations sanitaires. Mais au niveau du PNLS, l'idée c'est de mettre vraiment l'accent, sans exclure l'activité des communautaires, c'est de vraiment mettre l'accent sur le CEDIP. Sur le CEDIP. Vraiment de faire en sorte que lorsqu'un client vient à l'hôpital, lorsqu'il présente
des signes qui nous orientent vers tout ce qui a été présenté tout à l'heure en termes de population vulnérable, en termes de population clé, qu'il faut pouvoir identifier aussi, que le dépistage du VIH soit proposé de façon systématique. La notion de dépistage ciblé, comme je vous l'ai dit, n'est pas mentionnée dans un document officiel de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dans l'usage que les prestataires ont soulevé cette notion, et le PNLS vraiment souhaite qu'on ne parle pas de dépistage ciblé, parce que ça fait comme si le dépistage était fermé à certaines personnes. Non, le dépistage n'est pas fermé à certaines personnes. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait plus certaines activités comme les campagnes de dépistage massif qu'on faisait avant. On ne le fait pas parce qu'on sait que la prévalence est faible dans la population générale. Et donc, il faut mettre l'accent sur ceux qui ont des prévalences élevées pour pouvoir les identifier. Et cela rentre même dans l'optimisation de l'utilisation des ressources. Parce que les tests sont payés. Même si une partie est payée par des bailleurs, mais l'État paye une partie des tests. Et il faut arriver à faire une utilisation optimale de ces différents intrants. C'est pour cela que c'est mieux d'aller vers des personnes qui présentent ces caractéristiques de vulnérabilité, de sorte à pouvoir les identifier. Les personnes qui ont des infections opportunistes, les personnes qui ont des états de malnutrition et autres, tout ça, il faudrait que dans l'information sanitaire, le dépistage soit systématique. Je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, je profite pour féliciter les prestataires parce qu'effectivement, le tester et traiter tous est bien appliqué puisque nous sommes à 88% de mise sous traitement des personnes identifiées positives, mais il faut que des efforts soient faits pour le dépistage qui est réalisé de sorte à pouvoir capter les près de 200 000 sujets qu'il nous faut pour rattraper et se remettre sur la courbe pour l'atteinte des 90-90-90. Merci, professeur Nwoulé. Je crois que Port-Boué voudrait contribuer. Port-Boué. Oui, Port-Boué, votre micro est ouvert, vous pouvez parler. Je remercie le professeur pour sa présentation. Ce qui m'embête un peu dans cette notion du tester-traiter, c'est de traiter systématiquement tous les patients, alors que avec du TDF, 3TC et favirenz, alors qu'après, on peut se rendre compte que ce sont des patients qui sont duals, qui ont un VIH dual ou bien qui sont de type 2. Donc, je me demande pourquoi on ne ferait pas une petite ouverture pour faire un sérotype d'abord avant de les mettre sous traitement. Est-ce peut-être parce qu'on a peur de les perdre ou bien j'aimerais savoir exactement de qui il en est. Professeur? Oui, peut-être que certains participants veulent bien répondre. Non? Oui? Docteur Loum? Docteur Loum, votre micro est fermé. Oui, merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation enrichissante. Je suis un peu gênée aussi, comme le dit docteur Papra, par rapport à la petite ouverture qu'on n'a pas pour faire le sérotype avant le typage, avant d'initier le traitement. Parce qu'il y a eu des cas où on a eu, c'est-à-dire que le petit temps, moi j'aurais aimé qu'on attende ça, mais pour l'instant tout le monde fait selon les directives. Mais la deuxième chose dont je voudrais parler, c'est par rapport au fait qu'il faut quand même ne pas oublier de faire attention à la possibilité de la co-infection TB-VIH.
Donc, il faut faire effectivement un screening TB. Parce que l'histoire de tester, traiter, là, quelquefois, on peut être tellement pressé qu'on ne fait pas attention de voir si le patient est infecté par la tuberculose pour pouvoir initier d'abord le traitement antituberculeux avant d'introduire le traitement antirétroviral. Donc, c'est juste ce que je voulais apporter. D'accord. Alors, je pense que ça, c'est important. Je veux dire, on veut aller vite dans le tester et traiter tous, mais en même temps, on se dit que ceux qui font la mise sous traitement respectent les procédures en vigueur de prise en charge. Donc, un patient que vous recevez qui a été dépisté positif, vous allez faire un bilan clinique et ce bilan clinique peut être complété par un bilan paraclinique qui n'est peut-être pas pris en charge si je prends le cas d'autres examens, mais vous devez au moins voir si le patient est tuberculeuse. Donc ça, c'est vraiment le rôle, c'est le rôle pratique du médecin et on va pas le mettre en avant pour pouvoir freiner le tester et traiter tous. En fait, c'est ça. Deuxième chose concernant le VIH2, les prévalences que nous avons, ceux qui se retrouvent seulement le VIH2 c'est une faible proportion de sujets. Voilà. On a VIH1, VIH1 plus 2 et le VIH2 seul. Voilà. Donc, quand on prend les mesures de santé publique, on veut couvrir l'âge et après on se donne la possibilité de recadrer les choses en fonction du bilan qui va apparaître. La question que vous posez peut être valable aussi pour quelqu'un qui a, je ne dirais pas une insuffisance rénale déclarée, mais qui a quelques troubles rénaux. Ça peut arriver. Il y a des examens qui vont être faits par la suite, mais au moins vous commencez et après vous allez recadrer le traitement. Voilà. Donc, vraiment, l'idée, c'est de commencer tôt et de faire le lien avec le traitement et faire en sorte que le client soit maintenu dans la chaîne de soins. C'est surtout ça. Je crois qu'il y a un doigt au bout, si je ne me trompe pas. Oui. Bon, oui, je sais, Madame Sonan. Je veux dire, par exemple, dans la prise en charge des PVVIH, là, il y a aussi le mental, c'est-à-dire que le malade qui vient nous voir, là, dans l'initiative du testé-traité, là, il y a ce qu'on appelle le déni. Est-ce qu'on a une quantité, c'est-à-dire quand on le met sur le traitement, est-ce que vraiment il prend les ARV? Parce que le malade qui vient, quand on annonce, il y a un temps, on le prépare, on fait le pré-test, et puis on lui dit, ouais, il y a telle maladie, voilà ce qu'il faut faire et tout ça. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il accepte. Donc, la personne qu'on prend tout de suite, qu'on met sous traitement, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il va vraiment prendre le traitement? Est-ce qu'il va tenir compte de toutes ces incidences-là? Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'on va vite, mais est-ce que vraiment l'intérêt du malade dans cette affaire comment ça s'appelle, est pris en compte? Alors, moi, je vais vous poser la question dans un autre sens. Lorsque vous faites le diagnostic du paludisme chez un patient, vous faites quoi? Lorsque vous faites le diagnostic, vous faites un TDA de paludisme chez un patient. Oui. Vous lui donnez un traitement antipaludique systématiquement. Non, excusez-moi. Comment ça s'appelle? Palu, là. C'est facile à dire j'ai le palu, mais c'est pas facile à dire que j'ai le VIH. Vous comprenez? Oui, ça vous fait rire, mais c'est la réalité sur le terrain, c'est ce qu'il y a. C'est une maladie dite honteuse. C'est difficile pour le malade de venir à l'hôpital à visage dévoilé et dire je suis sidéen. Vous comprenez? Donc, on vit avec ça, on utilise ça tous les jours. Donc, même pour lui donner les médicaments, il se cache. Moi, je prends le médicament du palu comme rapidement, partout. Mais on ne peut pas prendre le médicament du VIH comme ça. Jusqu'à présent, c'est une maladie dite de la honte, parce que c'est une maladie sexuelle. Donc, c'est difficile. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Parce que le malade qui vient, il a peur, il est angoissé, il a honte. Donc, tout ça là, vous voyez, donc sur le terrain, oui, ça mène ça. Il y a des effets. Parce que le tester traité là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? On se pose la question. Parce qu'on veut faire vite, mais est-ce que l'intérêt du malade est pris en compte? Vous comprenez?
C'est ça notre inquiétude, parce que c'est le VIH, ce n'est pas n'importe quelle maladie. Déjà, on est déjà dans le coin de l'hôpital, les gens ont honte de nous, on est sous les prélots, on est isolés. Donc, déjà, pour faire accepter ce statut, c'est difficile. Donc, quand on dit on teste et puis on traite, c'est facile. Mais sur le terrain, est-ce que c'est vraiment la réalité? Et encore, je vais plus loin. Et les partenaires, le ou la partenaire, comment on fait pour récupérer la personne, ne serait-ce que pour savoir son statut? C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, merci. D'accord. Docteur Ogou, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. De San Pedro? C'est Dalois? San Pedro, docteur Guamele? Non, docteur Ogou qui a levé la main. Oui. Ogou, oui. Oui, docteur Ogou de Dalois, CHD de Dalois. Oui, Dalois, c'est ça. Oui. Je suis d'accord, bon, je suis plus ou moins d'accord avec ce qui est intervenu, mais il faut qu'elle sache que pour la petite expérience que j'ai dans la notion de dépistage avec le VIH, au départ, quand on n'avait pas atteint la notion de tester, traiter, ça posait problème. Lorsque le patient est dépisté et on lui a fait l'annonce de son statut, on fait le bilan, on lui dit de repasser de la nuit au lendemain matin, il change d'avis, peut-être qu'il disparaît, il ne croit même plus même à cette pathologie. Et je pense que si on veut appliquer les normes même du dépistage dès le départ, parce que même avant de dépister un patient, il y a le conseil qui a bien commencé. Pendant le dépistage, on prépare le patient à savoir qu'il aura deux événements. Soit c'est positif, soit c'est négatif. Et si c'est positif, voilà, il faut qu'il sache que ils vont dire que c'est une maladie porteuse, mais est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu peux vivre pour cet enfant? Ça veut dire que dans le parcours de dépistage jusqu'à l'annonce du résultat, jusqu'à la prescription de l'ordonnance, il y a un travail psychologique que selon moi, tout prestataire, oui, c'est comment je fais, tout prestataire doit le faire avant de mettre sur le traitement. Mais si on a raté une de ces bases, que le patient même, avec l'annonce de son résultat, n'est même pas sûr, n'est pas sûr, ça peut poser le problème qu'elle vient d'évoquer. Mais si on a eu le mot juste, l'argumentaire qu'il faut vous donner, pour expliquer à ce patient la nécessité de prendre ces médicaments pour le bien-être de elle-même, sa propre santé, la santé de ses enfants, et peut-être pour les enfants qui vont venir, je pense qu'il ne va pas poser des problèmes. C'est encore avantageux. Parce que je me rappelle qu'il y a une expérience où on a dit au patient, bon d'accord, tu viens d'où? Il dit non, lui vient d'ici. Bon, quand tu as dit, tu as revenu là, il dit, ah, moi je peux revenir dans un mois, quand tu es mais le patient qui a des taux positifs doit faire son bilan, il doit venir dans un mois. Est-ce qu'on est sûr en Afrique, avec tous ces praticiens, tous ces pasteurs, les gens de Dieu de gauche à droite, est-ce que ce patient pourra revenir encore et puis prendre ses médicaments? Voici un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci, Dr. Ogou. Je voudrais dire que le tester et traiter tous, je vous ai présenté des éléments de justification, mais je ne vous ai pas mis dans la justification pour ne pas alourdir la présentation, les expériences des pays d'Afrique australe. Dans ces pays d'Afrique australe qui ont commencé la délégation de tâches très tôt, le tester et traiter tous a montré des résultats très importants. Et ces pays font partie aujourd'hui des pays d'Afrique qui sont les plus proches d'atteindre les 90 parce que justement, les choses se passent bien dès le dépistage. Et c'est ça, c'est ce que Dr. Ogou a dit. Il faut réussir à faire accepter le statut positif dès le dépistage. Parce qu'après, ce qu'on fait, c'est du rattrapage. C'est dès le dépistage qu'il faut commencer. Je pense que la semaine prochaine, on va parler de la qualité du dépistage. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant le dépistage? Est-ce qu'on ne fait pas le dépistage précipité en oubliant, sautant certaines étapes qui vont faire après que le client ne va pas accepter son statut? Voilà, ce sont les choses qu'il faut voir. Sinon, le tester et traiter tous a montré son efficacité. Et il faut que nous, en tant que prestataires des services de santé, nous soyons convaincus de cela pour pouvoir le mettre en œuvre. Dr. Ogou a posé une question concernant le stock de médicaments. Oui, c'est pris en compte et dans les estimations qui sont faites dans la quantification, tout cela est pris en compte pour pouvoir répondre vraiment au fait qu'on va traiter les presque 500 000 PVVIH estimés pour la Côte d'Ivoire.
Oui, tout à l'heure, on va vous donner la parole. Docteur Loum, on revient à vous, Docteur Loum d'abord. Oui. Docteur Loum. Merci, professeur. Donc, je pense que le nouveau principe de tester, traiter, là, c'est très important pour la gestion de la prise en charge du VIH. Parce que maintenant, avec la prise en charge des malades, l'entourage voyant l'amélioration de la qualité de vie du patient, les gens n'ont plus aussi peur du VIH qu'avant. Et donc, autant peur du VIH qu'avant. Donc, je pense qu'avec le testé traité, on va peut-être en griffe banaliser un peu la maladie et dans nos mentalités, peut-être ça sera mieux accepté. Mais ce qu'il faut avec le testé traité pour le suivi des patients, le professeur l'a très bien dit, c'est le counseling, le préparer au traitement, mais il y a aussi le suivi. Vu que c'est une maladie qu'on suit pendant longtemps, c'est un traitement au long cours, un traitement à vie, il faut que vraiment les agents de santé communautaire soient vraiment motivés parce que vraiment on aura besoin d'eux pour améliorer le suivi de ces patients que nous suivons. Nous les voyons à l'hôpital, mais à la maison, nous ne savons pas toujours ce qu'ils deviennent. Il faut que les moyens de communication soient vraiment renforcés, à mon sens, pour qu'on puisse vraiment retenir au maximum les patients, même ceux que nous adressons hors de nos sites. Il faut qu'on soit rassuré, on soit sûr qu'ils sont arrivés effectivement à destination. Voilà, parce qu'on peut recevoir un malade aux urgences et puis on le dépiste, s'il est positif, on le met sous traitement. Mais il faut que là où il ira après sur son traitement, on soit sûr qu'il est là-bas. C'est juste pour dire que vraiment, les agents de santé communautaire seront très importants pour la bonne marche du testé traité. Merci. Merci, Dr. Loum. Je crois qu'il y avait... C'est San Pedro? San Pedro? San Pedro? Je ne le vois pas sur... Je ne vous ai pas oublié, on reviendra. San Pedro, oui. Et puis, il y a Bengourou aussi qui a levé le doigt. Mais le micro est fermé, j'ai l'impression. San Pedro? San Pedro n'est pas là? San Pedro, il y a un problème de micro ou de connexion. À Bengourou? À Bengourou, alors. Merci pour ça, Yolé. C'est Dr Nyangwa, mentor à Bengourou. C'est une contribution par rapport au testé. Moi, je pense qu'il y a 3,90. Le premier 90 que nous devons atteindre, c'est le testé. Et dans votre présentation, vous avez parlé d'un projet de rattrapage au niveau du système de santé. Je voulais savoir par rapport au rapport SIG, est-ce que ce projet a pris en compte les différents hôpitaux et les districts et également les régions sanitaires par rapport aux populations cibles et aux populations attendues dans les soins? Parce que je pense qu'avec les rapports SIG, chaque fin du mois, on sait au moins combien de malades consultent par hôpitaux, par district. Donc, je pense qu'on peut se baser sur ça aussi pour fixer des objectifs aux districts et aux régions sanitaires pour pouvoir atteindre ce rattrapage des 3,90, notamment au niveau du dépistage. Et puis, il y a une question aussi par rapport aux cliniques privées. Parce que dans la phase introductive du projet ECO, on avait parlé des cliniques privées qui ne dépistaient pas. Donc, ça ramenait un peu le taux de dépistage au niveau national vers le bas. Donc, je vais savoir le projet par rapport aux cliniques privées, à quel niveau? Le dépistage au niveau des cliniques privées. Merci. Alors, je ne pourrais pas vraiment donner des informations sur le plan de rattrapage au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce que je vous ai présenté, je l'ai retrouvé dans un document de l'OMS. Et je crois que ce que j'ai entendu venant du PNLS, mais ça reste à confirmer, c'est que c'est maintenant qu'ils sont en train d'élaborer ou bien de valider ce plan de rattrapage. C'est déjà en cours. Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce plan de rattrapage. Oui, oui, vas-y. Le plan de rattrapage, il est fait, il est effectif et il a été diffusé
à toutes les directions régionales et départementales de la santé. Et actuellement, il y a une mission du PNS qui va dans tous les districts pour pouvoir, avec les prestataires dans leur localité, trouver les mesures pour mettre en œuvre ce plan de rattrapage. Il a tenu compte de l'épidémiologie, il a tenu compte des rapports et donc il reflète la réalité dans chacun des districts. Voilà, merci Dr. Ladji. Concernant les cliniques privées, je pense qu'il y a un effort qui est fait pour que les cliniques privées puissent faire remonter leurs données. Et même, je sais qu'il y a certaines cliniques qui ont un appui des différents districts pour faciliter le dépistage. L'idée, c'est que le dépistage ne soit plus payant dans le privé, mais qu'il soit offert aux personnes à dépister, notamment les femmes enceintes et les personnes qui présentent certains signes évocateurs du VIH. Et je pense que ce que je sais, c'est qu'il y a eu déjà plusieurs rencontres avec la CPCI, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, et des accords ont été obtenus. Et pour l'expérience, je sais que dans certaines cliniques, effectivement, c'est effectif. Voilà. Le dépistage, par exemple, la PTME, ce n'est plus payant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire, il y a des efforts. À l'intérieur, je ne sais pas où on en est, mais ce sont des questions qui peuvent être rapportées au district, au DD, et pour voir comment organiser cela, de sorte à ce que ça puisse être optimisé. Je ne sais pas s'il y a un DD qui est en ligne. Non? Voilà. Il y a Paul Boué qui avait levé la main. On revient à Paul Boué. Oui. Paul Boué. Oui, professeur, Docteur Lou m'avait parlé du suivi des patients. Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais je voulais revenir un peu avant. Dans le souci d'atteindre le premier 90, il se trouve qu'au niveau de nos hôpitaux, nous avons ouvert plusieurs postes de dépistage. Et très souvent, le patient vient en consultation pour une autre pathologie et on lui demande de faire son test. Il n'est vraiment pas préparé à ça. On lui demande de faire son test. Il vient, il fait son test, il se trouve qu'il est positif. Il y a beaucoup de malades qui sont là, qui attendent sur le banc. C'est vrai qu'on prend le temps de le préparer, mais je ne pense pas qu'il soit suffisamment préparé pour qu'il suive bien son traitement comme il se doit. En fait, c'est sur cette partie-là que j'aimerais qu'on insiste sur vraiment la préparation des patients qui viennent comme ça pour une autre pathologie et puis chez qui on fait le dépistage, il est positif, il faut le mettre tout de suite sur le traitement. Vraiment, c'est pas évident que ce soit aisé. Le docteur tout à l'heure a dit que c'est vrai, au départ, il peut accepter aujourd'hui et puis dans la nuit, il se rend compte que, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment mon test? Est-ce que c'est réellement mon résultat? Et puis après, ça devient compliqué pour les patients. Donc, je pense que pour tous ces postes de dépistage-là qui sont ouverts, avec ces dépistages ciblés et tout ça, je pense qu'il faut qu'on mette un peu l'accent là-dessus pour que vraiment on suive véritablement ces patients-là qui sont dépistés positifs et qu'on met systématiquement sous traitement. D'accord, merci à Dr. Quoi? Voilà. Bon, d'abord, j'ai dit le dépistage ciblé, il faudrait peut-être ne plus en parler. C'est d'orienter le dépistage. Parce que le dépistage ciblé, effectivement, ça fait apparaître une notion de sectarisme ou bien de privilégier le dépistage chez certains. Bon, ça pose un peu de problème. Alors, ce que vous venez de dire, je pense que tout dépend de l'organisation qui est mise dans la formation sanitaire, dans la structure sanitaire, pour pouvoir réaliser les activités de dépistage. S'il y a une surcharge d'activités, vraiment, il faut s'organiser pour que le client qui est dépisté puisse bénéficier d'un pré-test et d'un post-test. Aujourd'hui, le fait de faire les tests au bout du doigt, un client ne peut pas se poser la question si c'est vraiment mon test. Vous l'accompagnez dans la réalisation
du test, ou bien c'est lui qui vous accompagne, en tout cas, vous êtes ensemble. Donc, il voit apparaître le résultat. Il sait que c'est son sang qui est tombé sur la bandelette. Donc, il ne peut pas aller réfléchir après pour demander si c'est son résultat. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, il faut renforcer cet accompagnement. Je sais, d'après ce que vous dites, qu'il doit y avoir des difficultés, effectivement, dans certaines structures sanitaires pour pouvoir mieux assurer cet accompagnement. Mais il y a certaines structures sanitaires qui réussissent à le faire et on se dit que tout le monde peut s'y mettre. Voilà. L'idée, c'est de mettre en place une organisation dans la structure sanitaire pour que la prise en charge du VIH ne soit pas quelque chose de spécifique, mais que ça rentre dans les habitudes, comme quelqu'un vient pour son diabète, quelqu'un vient pour son hypertension. Voilà, il y a un système qui est en place. Il va passer dans différents maillons de la chaîne d'accueil avant de voir le médecin. Et c'est ça qui est important. Oui, Paul, vous pouvez encore parler. Il ne faut pas que ce soit un dialogue. Oui. En disant, c'est vrai, oui. Le dépisté traité, testé traité est une belle initiative, mais c'est ce qu'on insiste encore sur les mesures d'accompagnement pour dire que chaque malade a sa manière d'accepter son statut. Donc, il y en a qui demandent un peu plus de temps, ce qui est normal, et il y en a qui acceptent facilement. Donc, c'est pour dire que dans n'importe quelle condition, il faut accompagner le malade et pouvoir tenir compte de sa différence. Voilà, sinon, c'est pas... Nous sommes totalement d'accord avec ça. Mais on est en santé publique, donc on prend une mesure générale. Après, les mesures particulières sont derrière pour pouvoir rendre ça spécifique. Voilà, donc c'est toute la notion de soins différenciés et autres, tout ça, c'est important. Dans la loi, je pense, quelqu'un avait levé le doigt. C'est Yamsokro. Oui, on a un souci. D'accord. Moi, c'est Thierry Fidèle, assistant social. Il y a Dr Aguro. Oui, Yamsokro, allez-y. Moi, c'est Thierry, assistant social à ECPAF. Oui. Je voulais parler par rapport au testé traité. L'avènement du testé traité a été profitable pour nous parce que bien avant ça, on avait tous les problèmes avec la mise sous table des patients qu'on a dépistés dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, quand on a évalué avec l'avènement du testé traité, on a atteint nos 90, deuxième 90. Aujourd'hui, tous les patients sont vraiment mis sous table. Ce que je voulais demander, comme partager un peu comme expérience avec mes collègues de Port-Boué, c'était de renforcer un peu comment dire, les pré-tables. Parce que quand ce n'est pas fait, que tu dépistes, vraiment, ça pose problème. Il faut mettre l'accent d'abord, il faut sensibiliser le patient afin qu'il puisse accepter déjà se faire dépister et le post-test sera encore favorable. Sinon, quand tu le fais dans le BA, vraiment, il n'est pas facile de mettre la main sur le patient parce que c'est un suivi, c'est une maladie chronique, donc il faut vraiment faire un travail de fond dans le pré-table avant de faire le dépistage. C'est ce que je voulais apporter comme expérience. Merci. Oui, il y a un médecin qui avait levé le doigt. Oui, docteur Aguro Dufou, je pense que le DD de Abangourou avait levé la main. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, j'avais voulu simplement intervenir sur la question de la collaboration avec les structures privées. Simplement pour dire qu'au niveau d'Abengourou,
J'ai vu le docteur Nyangora poser la question tout à l'heure. Nous avons initié une collaboration avec les structures privées. Nous sommes pour le moment au stade d'expérimentation. Nous avons formé donc une dizaine d'animateurs de structures privées et nous avons également élaboré un circuit d'information. Ces structures privées ont été décrites comme étant des postes avancés de dépistage. Donc, à ce stade, nous sommes en train de surveiller la situation. Lorsque les résultats probants vont être obtenus, nous allons donc partager clairement notre expérience avec tout le monde. Donc, c'était juste l'information que je voulais vous donner pour dire que déjà, chaque directeur départemental, en tout cas, peut prendre les initiatives dans son département pour implémenter cette idée. Merci, docteur, pour ce partage. Voilà. Merci Dédé pour ce partage, c'est Dédé d'Abengoro. Je pense que ça nous rassure concernant l'implication des cliniques privées. Oui. Quelqu'un qui entend parler? Non, il a fini. C'est bon? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres... Oui, d'autres suggestions? C'est bon? On va conclure. San Pedro. San Pedro, c'est où? Ils sont plus là. San Pedro a disparu de l'écran. Donc, nous tendons vers la fin de notre session. Nous allons poursuivre encore la semaine prochaine avec le TC traité. Nous avons plus d'une quinzaine de participants. Je ne pourrais pas donner la parole à tous, mais je voudrais donner la parole à quelques personnes. Le docteur Dufou Ayoro, directeur départemental de Dabangourou. Si vous avez, en dehors de votre contribution pour l'implication des structures privées dans la prise en charge du VIH par rapport à la session ECO, vous avez un mot à dire. Oui, votre micro est ouvert, vous pouvez parler, docteur. Non, je n'ai pratiquement plus rien à dire. Je pense que je suis appelé de l'autre côté. Je vais vous quitter. Voilà. Ok, merci. Merci, monsieur le directeur départemental. Il y a docteur Lallier. Docteur Lallier. Votre caméra, on ne voit pas, mais si vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra, on voulait vous attendre et vous voir. Bon, la caméra est un peu dans un lieu pas très approprié. Donc, c'est pour Akonda. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Donc, je suis responsable évaluation et recherche opérationnelle de Akonda VS. Donc, je vous ai bien suivi. Malheureusement, je n'étais pas au centre. Je n'ai pas pu vous prendre tôt. Donc là, je suis sur un de nos sites là au CPREF et je vous ai suivi en fait sur le TC traité, l'importance. Bon, je pense qu'on a tous pris un coup depuis le 7 février. Ça s'est fait de manière progressive. Et je pense qu'en ce qui concerne Akonda, la quasi-totalité de nos sites appliquent le TC traité. Et on est pratiquement à près de 100% en ce qui concerne notre performance en termes de mise sous traitement. Donc, ce qui reste, c'est notre plus gros défi en ce qui concerne le 3x90. Ça reste vraiment le premier 90. En tout cas, en ce qui concerne les sites de Akonda. Merci à docteur Lallier. Docteur Wozan. Docteur Wozan, votre micro est fermé. Docteur Soropol. Docteur Soropol.
On va revenir aussi. Mais je voudrais véritablement vous remercier pour votre participation à cette première session du démarrage de la phase pilote du projet ECO. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine. Nous aurons toujours le professeur Nwole qui va encore nous entretenir sur le test traité. Et cette fois-ci, en termes d'objectifs spécifiques, il s'agira de l'identification des sites prioritaires pour le dépistage du VIH. Professeur, votre dernier mot. D'accord, merci. Je pense que cette session nous a permis de nous rendre compte que au niveau de l'atteinte du deuxième 90 et même du troisième, nous sommes bien partis. Je crois que Dr Lali tout à l'heure d'Aconda a dit qu'ils étaient pratiquement à 100%, mais c'est pareil sur tous les sites. Vous avez vu, au niveau national, nous sommes à 88%. Le grand défi demeure vraiment le dépistage. Le dépistage des populations vivant avec le VIH. Et donc, pour cela, il faut s'appuyer sur la délégation de tâches. Il faut vraiment insister pour que le dépistage puisse être fait ou bien offert à toutes les populations qui ont été présentées tout à l'heure, les populations clés, les populations vulnérables, mais aussi pour ceux qui viennent pour faire leur dépistage de façon volontaire. Et en s'appuyant sur les observations de nos collègues de Port-Boué, il faudrait vraiment insister sur la bonne préparation des personnes vivant avec le VIH pendant leur dépistage, mais aussi après, avant d'initier le traitement. Car comme on dit, même si on veut aller vite, il faut prendre certaines précautions pour pouvoir aller sûrement. Voilà donc ce que je peux dire pour terminer cette session. La semaine prochaine, nous allons poursuivre les échanges, mais ça sera un peu plus sur la qualité du dépistage. Voilà, sur la qualité du dépistage. Et je pense qu'il y a certains thèmes que nous avons abordés aujourd'hui que nous aurons l'occasion de détailler la semaine prochaine. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Merci, professeur Nwole, pour sa présentation. Nous serons encore heureux de vous accueillir ici la semaine prochaine pour la deuxième session de la phase pilote du projet ECO. Le site pilote, nous attendons police de présence avec le nouveau logiciel Slack et également, en plus de la liste de présence, nous attendons l'évaluation de cette session qui sont attendues. Merci donc à tous et au revoir et à la semaine prochaine. C'est vous qui avez